que je gagnais par an, en 3 ans, je le gagnais par mois. Et je suis jamais redescendu en dessous de ça. Ça a toujours été au minimum chaque mois ce que je gagnais par an en tant que salarié. Et parfois beaucoup plus. On a franchement réalisé beaucoup de rêves. Par exemple, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'ai été pilote de mon ULM, on a fait de la plongée, on a fait plein d'activités, voyagé beaucoup, on s'est acheté la propriété qu'on rêvait, franchement beaucoup de rêves de réaliser. Moi, j'ai aujourd'hui 54 ans. Avec Cathy, on a 3 enfants. J'habite dans l'Isère. Je suis né dans le territoire de Belfort. On a déménagé ici avec l'objectif de faire découvrir les produits Chrysler dans le sud-est. Parce qu'au départ, voilà, moi j'ai démarré vraiment à Belfort, hein, j'avais monté mon réseau. Et puis Maurice m'a appelé un mois d'août en me disant est-ce que ça t'intéresserait d'aller explorer une nouvelle région. Voilà. Donc on a relevé le défi. Moi, j'étais encore, non, j'étais plus salarié à ce moment-là. Je venais juste d'arrêter. Cathy travaille encore. Donc je me suis donné une année pour commencer à développer la région tout en habitant Belfort. Donc c'était 18 mois même. C'était un peu compliqué quand même parce que j'étais en déplacement une semaine sur deux. Et les 18 premiers mois, voilà, ont été un peu, parce qu'on avait les enfants qui étaient tout petits quand même, tu vois. Et donc je partais du lundi au samedi à peu près sur une semaine, et puis après je remontais la semaine d'après, et j'ai fait ça pendant 18 mois, jusqu'à ce qu'on puisse déménager ici. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que géographiquement, si tu veux, on est vraiment au centre de la région, Rhône-Alpes, parce que comme nous, on n'habitait pas avant, donc on a pu choisir où habiter pour être le mieux placé possible finalement. Et on s'est mis au centre de toutes les villes, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on est à Voiron, on est au cœur de la région, et on est surtout à moins d'1 h 30 de toutes les villes de la région Rhône-Alpes, avec un axe, avec un carrefour d'autoroute. Voilà, c'est très stratégique. Je crois que le jour où on est arrivé ici, on a eu l'impression qu'on était chez nous. Et ça a toujours été, et ça a toujours été le cas. On s'est senti chez nous, en fait. Ouais. Voiron est une petite ville à 20 000 habitants, où on a tout ce dont on a besoin, et ça reste quand même taille humaine, quoi. Et puis on a quand même à proximité la ville de Lyon, à 45 minutes, on a l'aéroport de Saint-Exupéry, on a les gares TGV, enfin on a vraiment tout ce qu'il nous faut, en fait. Une personne qui arrive justement dans un village et qui croise quelqu'un sur le bord de la route et qui lui dit, mais il s'arrête et puis il dit voilà, je voudrais aller dans ce village-là. Vous pouvez me dire comment sont les gens dans le village? Et la personne lui répond bah écoutez, oui, bien sûr, mais dites-moi comment sont les gens dans votre village à vous? Ben, les gens dans mon village à moi, ils sont agréables, gentils. Bah, écoutez, dans ce village, c'est pareil. En fait, le message, c'est qu'en réalité, tu vas projeter toi-même sur les gens, peut-être qui tu es, tu vois. C'est-à-dire, les gens vont réagir aussi en fonction de ton attitude. Il y a peut-être quand même quelques particularités. On va dire que dans le sud, les gens sont plus chaleureux, mais moins fidèles, tu vois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi ici, je trouve les gens très agréables. On s'y sent bien, mais je crois on emmène tout avec nous, hein. Je suis introverti, on va dire. Ah, toi, c'est-à-dire que j'ai vu ça l'autre jour, une définition de l'extraversion ou de l'introversion. Et j'ai trouvé que cette définition était géniale. Lorsque j'ai lu ça, la définition était la suivante. Quand on est extraverti, on se ressource au milieu des autres. Et quand on est introverti, on se ressource soi-même tout seul, dans la solitude. Moi, je suis introverti. Donc, je suis pas du tout, j'ai pas a priori comme ça le profil, toi, de quelqu'un qui est communicant, ouvert. Enfin, je suis plutôt de nature profonde introverti. Et en revanche, ça a été ma chance parce que comme quand j'arrive dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ou même quelques personnes
je vais pas trop m'exprimer, tu vois? Je suis vraiment pas extraverti, je suis vraiment plutôt, en retrait. J'ai développé, l'écoute, en fait, depuis tout jeune et en fait, j'ai vraiment développé cette capacité à écouter les gens et ce qui fait que quand je m'exprime, en général, je suis assez juste parce que j'ai bien compris, en fait, ce que la personne avait exprimé ou quel était son intérêt, son problème et cetera. Donc en fait, voilà, ça peut paraître bizarre comme ça parce que, c'est un métier quand même où je vais en permanence au contact des autres. C'est vraiment le cœur du métier, c'est d'aller tout le temps à la découverte des autres et 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 par contre, c'est pas du tout ma nature au départ. Quand j'ai commencé, et que j'ai commencé à prospecter, donc c'est-à-dire, aller vers des gens que je ne connaissais pas du tout, tu vois? C'est-à-dire à prendre le téléphone et appeler quelqu'un que je ne connais pas, ça, c'était vraiment très difficile. Mais après encore, quand, je devais faire le rendez-vous avec quelqu'un que je ne connaissais pas, c'était pire. C'est-à-dire que j'avais une peur incroyable, si tu veux, pendant la demi-heure qui précédait, quand j'étais devant la porte, avant d'aller vers l'autre, quoi. C'était vraiment, très compliqué et voilà, donc c'est, je me suis forcé, en fait et puis à force, ça devient plus naturel. Voilà et puis aujourd'hui, j'ai pas de difficulté, tu vois? C'est réglé. Mais au départ, pas facile du tout, quoi. En fait, si tu veux, depuis, quand j'étais tout gamin, en fait, j'ai toujours lu beaucoup de livres, tu vois? Très, très jeune et très vite, si tu veux, je me rappelle d'un livre de Henry Ford et où il disait: «Si vous voulez, gagner votre vie, ben, vous allez pouvoir travailler et si vous voulez, être libre, il faudra trouver autre chose». Et ça m'avait marqué, je ne sais plus à quel âge, mais et très jeune, je me suis dit: «Il faudra que tu trouves autre chose». Ce qui veut dire que même, faire des études ne m'intéressait pas, donc j'ai quand même fait un DUT quand même. C'était un deal que j'ai fait avec mes parents. On a trouvé un compromis. Moi, je voulais pas faire d'études et je voulais tout de suite, avoir une activité plus, dans l'entrepreneuriat et mes parents, ils étaient opposés à ça. Enfin voilà, on a eu quelques frictions et le deal, c'était ça. J'ai fait un DUT mais ça m'intéressait pas. J'ai quasiment pas travaillé enfin, j'ai travaillé si, j'ai quand même travaillé, dans le un DUT mécanique et productique en plus, toi, dans la technique. Donc j'ai quand même travaillé, dans l'industrie, mais ça m'a pas servi à grand chose, en fait, ces études, hein, parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment, avoir une activité, liée à l'entrepreneuriat qui me permette d'être libre et je me rappelle même quand, j'étais en terminale, j'avais même monté un business de petits pains, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, je gérais plus mon business de petits pains, voilà, tu vois? Que les études parce que j'avais trouvé un deal avec une boulangerie qui nous livrait les petits pains le matin. Donc à la pause, j'ouvrais pendant 30 minutes, la distribution des petits pains et j'avais le business aussi je faisais des compiles de cassettes audio. J'achetais les singles et je les enregistrais et je les dupliquais. Si tu veux, j'avais une vraie volonté, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai franchi ces étapes et que les difficultés que j'avais, je les ai surmontées parce que je le voulais, quoi. Alors, pour moi, le parcours est vraiment différent de la grande majorité des distributeurs. Que moi, en fait, si tu veux, comme j'étais dans cette démarche de rechercher une solution pour entreprendre, j'étais, si tu veux, très très ouvert à toutes les opportunités. Et en 90, quand je travaillais donc avec dans l'industrie, je discute avec quelqu'un qui me dit bah tiens, ça t'intéresserait? Je connais des gens qui montent des affaires. Je dis oui. Et moi j'étais ouvert à tout ce qu'on allait me proposer. J'ai dit oui, bien sûr, pas de problème. Donc je suis allé à une soirée où on m'a présenté le marketing de réseau. C'est d'ailleurs, j'ai pas du tout une bonne première impression. J'ai la
la première impression a été vraiment pas bonne. J'ai failli sortir en fait, j'ai failli partir. Et je me suis dit non, il faut que tu ailles au fond quand même. Si tu dois prendre une décision, faut que ta décision soit éclairée. Donc allez, va étudier un petit peu plus. Et donc c'était donc à l'époque une des deux sociétés de marketing de réseau qu'il y avait en France en 90. Il y en avait deux, à ma connaissance, mais il y en avait d'autres. Enfin, du coup, maintenant je sais qu'il y en avait d'autres, mais il y en avait deux que j'avais vraiment trouvé. C'était Herbalife qui était déjà là et le groupement européen des professionnels du marketing. Et donc moi, j'ai découvert le marketing de réseau avec le GEPM. Et donc j'ai démarré. J'ai démarré, ben voilà, avec mes aptitudes de l'époque, hein, tu vois. J'ai quand même fait bouger les choses, hein. J'ai emmené une équipe avec moi. Après, j'ai eu une coupure parce que je suis parti à l'armée après. Tu vois, donc je suis parti à l'armée un an. J'ai fait une armée en tant qu'officier. J'ai fait des écoles d'officiers. Enfin, toi, donc c'était un peu le démarrage était un peu chaotique. Et puis si tu veux, donc après je suis revenu de l'armée, j'ai repris, j'ai continué. Ça a duré donc jusqu'en 95, donc 90 à 95, tu vois. Et en 95, l'entreprise avec laquelle j'étais associé a déposé le bilan. Alors c'était une catastrophe parce que si tu veux, c'était une entreprise qui avait un succès incroyable, à un tel point que l'été 95, ils venaient de démarrer une équipe cycliste pour faire le Tour de France. Et dans l'équipe cycliste, il y avait Luc Leblanc qui était champion du monde, qui avait été champion du monde à l'automne. Il y en avait un autre qui était champion de France. On avait une très très belle équipe sur papier qui était même capable de gagner le Tour de France. Tu vois, t'imagines un peu quoi. Et il y a eu des problèmes, je pense, des problèmes d'investissement, de gestion, des problèmes de conflits internes. L'entreprise a été, si tu veux, laminée par des émissions de télévision comme Envoyé spécial, etc. Où là, ils ont vraiment fracassé le marketing de réseau. Toute la presse attaquait le marketing de réseau. Et du coup, la boîte, elle s'est effondrée, elle s'en est pas remis, et elle a déposé le bilan en 95. Moi, je me suis retrouvé à ce moment-là avec près de 5 ans. Ça faisait 5 ans que je travaillais en marketing de réseau, donc je m'étais formé, j'avais suffisamment, je m'étais suffisamment donné pour me dire que j'avais vraiment envie de faire du marketing de réseau de ma vie, tu vois. Je me dis, ça, c'est vraiment la voie que je vais choisir. Et quand la boîte s'est effondrée, je me dis, bon, bah, ok, c'était pas la bonne. Donc maintenant, tu vas trouver la bonne. Et à l'époque, ce que j'ai fait, j'ai contacté la Fédération de la vente directe et j'ai envoyé un courrier à toutes les sociétés que j'ai trouvées à l'époque. Donc j'avais quelques questions, si tu veux, pour voir déjà celles qui allaient me répondre et puis comment elles allaient me répondre et pour choisir en fait dans quelle direction j'allais aller. Mais ça, c'était en novembre-décembre 95 et Chrysler est né le 2 janvier 96. Donc Chrysler n'était pas dans cette liste. J'ai démarré, si tu veux, plusieurs sociétés en même temps pour ensuite faire mon choix. Et il y en avait une en particulier qui s'appelait Protec, qui était une entreprise de Monaco qui vendait qui vendait deux produits en particulier, un produit pour nettoyer les voitures à sec. Je crois que c'était à l'époque déjà très innovant parce que faire de l'économie d'eau, on en parlait déjà. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, elle vendait un deuxième produit qui, soi-disant, tu mettais dans le moteur et limitait la consommation. Donc, tu n'as vraiment rien à voir. Et donc, je suis dans Protec. Donc, je me dis, bah tiens, je vais prospecter les garagistes. Donc, je prospecte les garagistes pour ces deux produits. Et puis, à un moment donné, il y a un garagiste qui me pose une question technique auquel je ne comprends rien, toi. Je, donc je rappelle une personne que je connaissais dans le réseau. Et j'ai dit, tiens, j'ai eu telle question, etc. Il me répond à ma question. Et puis après, il me dit, bah, je lui dis, bah, comment tu vas, toi, ça va? Et il me dit, ah, écoute, c'est génial, je viens de découvrir une société française avec un produit génial en marketing de réseau. Il dit, c'est quoi le nom? Il me donne le nom. Bah, je lui dis, c'est bizarre, je ne connais pas. Normalement, j'aurais dû la connaître. Il dit, non, non, mais elle vient de démarrer. Ça, c'était en avril 96. Hein. Et il me dit, ça t'intéresse? Bah, je dis, évidemment. Je dis, oui. Quand est-ce que tu peux être disponible? Bah, je dis, tout de suite, quand tu veux, là, ce soir. Ok, bah, j'appelle une personne et je reviens vers toi.
Et donc, il a appelé, c'est Jean-Michel et Babette Bach à l'époque. Et donc, le soir même, j'ai fait 1 heure et demie de route pour aller assister à une information. Je suis parti sans boîte, sans rien. J'ai pris une nuit de réflexion. Et puis le lendemain, j'ai appelé, je dis c'est bon, je démarre. Et je démarre donc pour l'activité de marketing de réseau. Donc à l'époque, je démarre l'activité de marketing de réseau et je dis donc j'achète les produits pour les essayer quoi. C'est vraiment pas une démarche classique quoi. La première chose que j'ai faite tout de suite, c'est je me suis dit je vais faire la liste de tous les gens que je connais et je vais les informer. Parce que bon, je consomme le produit quand même à ce moment-là, je le teste, je l'utilise, je ressens d'énergie, du bien-être, un peu de poids, c'était pas trop le problème, mais tu vois, mais bon, je me dis waouh, sympa quoi. Mais ce que je vais faire, je vais informer les gens que je connais. Donc j'ai fait j'organise entre guillemets 2 rendez-vous 100% dégustation, tu vois, à peu près. Tu vois, en réalité trois. Je prends 3 dates et je prends la liste de tous les gens que je connais, je les invite tous. Et donc il y a à peu près 10 personnes qui viennent la première fois, à peu près 10 personnes qui viennent la deuxième fois, et puis la troisième fois il n'y avait plus personne, j'avais tout ratissé. Et donc, si tu veux, donc les 2 premières informations, donc moi je découvrais le produit, mais en même temps je découvrais la réaction des gens. Et j'ai été étonné en fait de l'intérêt que les gens avaient en fait, toi. Et j'ai découvert que les gens avaient un vrai problème à résoudre en fait. La plupart des gens que je découvrais me disaient qu'ils avaient essayé de perdre du poids plein de fois et qu'ils n'avaient pas trouvé la solution. Et j'ai dit waouh, c'est incroyable ça. Tu vois, c'était vraiment prise de conscience. La deuxième chose qui m'a, la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que j'ai invité ma maman à venir et je l'ai pas fait parce que je pensais qu'elle pourrait être cliente. Je voulais juste vraiment informer tous les gens qui étaient autour de moi de la décision que j'avais prise. Tu vois. Et je voulais que ce soit clair, transparent et voilà. Et ma maman est venue et elle était attentive et puis elle m'a dit ok, je démarre, je veux démarrer. Et là, si tu veux, je me dis waouh, bon, et pour moi, elle n'était pas dans la case client potentiel, parce que je n'avais jamais vu faire de régime. Je sais pas, j'étais très très surpris. Et, ça, c'était la première surprise. La deuxième surprise, c'est que elle est rentrée en plus à la maison et puis elle en a parlé à mon père qui lui a dit, ben, moi aussi je démarre. C'est fou quoi. Je lui dis, oh, mes parents, ils vont consommer Chris Law. Bon, et là, ça a été vraiment quelque chose de, je me rappelle très très bien, comme si c'était hier. Hein. Je me suis dit, mais si mes parents sont des consommateurs potentiels, mais le potentiel, il est illimité. Tu vois? Je dis, c'est incroyable. Tu vois? Jamais j'aurais pensé. Et ça m'a vraiment donné de l'élan, ça. Et toi, en 96, ils ont démarré quasiment au mois de mai, toi, un mois après. Et bien en 2024, ils sont toujours consommateurs. Ils ont toujours renouvelé tous les ans leur adhésion et ils ont toujours utilisé les produits. Je sais précisément. Il y a eu toute une phase, si tu veux. Donc il y a eu une phase d'observation. Enfin, je suis passé à l'action rapidement. Hein. Et rapidement, j'ai prospecté parce que j'avais plus de relationnel, parce que je m'étais engagé dans une entreprise qui avait été quand même salie dans les médias. Tu vois. Donc ça veut dire que malgré tout, j'avais pris ça dans la tête, tu vois, et j'avais perdu beaucoup de crédibilité. Donc j'ai assez rapidement informé mon relationnel, mais je l'ai fait presque pour m'en débarrasser vite, en me disant qu'il fallait vite que je m'adresse aux gens que je connaissais pas, qui eux connaissaient pas en fait mon passé, tu vois. Et donc j'ai vite prospecté. Mais donc assez rapidement, donc du coup j'ai eu mes premiers clients et j'ai pu commencer à observer leur attitude en fait, leurs résultats. Hein. Donc j'ai eu les premiers témoignages, les premiers ressentis, tu vois. Et ça m'a encouragé parce que ça marchait, quoi. Tu vois ça marchait vraiment. Les gens, ils avaient de bons résultats, ils avaient la forme, ils avaient. Waouh, c'était génial, quoi. Tu vois, c'était le premier résultat vraiment encourageant. C'est-à-dire, la promesse était tenue. Donc, ça, c'était déjà le premier point. Euh, et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir Maurice au téléphone. Je me rappelle pour une raison toute simple d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il était vachement disponible, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui lui posait des questions, il répondait facilement au téléphone. Et
Et j'avais en particulier, je me rappelle, j'avais un client en particulier dans mes tout débuts qui avait pas de résultat satisfaisant. Tu vois. Et donc, bah, je savais pas quoi lui dire. Toi, la personne me dit, j'ai pas de résultat, etc. Puis moi, j'étais là, bah, je dis, bah oui. Et je l'appelle, je dis, Maurice, je sais pas s'il s'en rappelle encore. Je dis, écoute, j'ai un client qui a pas de résultat, je sais pas quoi lui dire. Il me dit, attends, donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler. Et donc, il l'appelle. Et puis, il me rappelle en rigolant, il me dit, mais attends, il me dit, il faut pas lui dire de consommer le produit du lait. Parce que, en fait, ce que je faisais, moi, c'est que j'avais trouvé que c'était bien meilleur avec du lait. Donc, je préparais mes repas Chrysler avec du lait. Et je les faisais goûter avec du lait. Donc, j'avais une glacière dans le coffre avec du lait frais. Je leur faisais goûter avec du lait. Et ensuite, je leur proposais un programme. Et ensuite, eux, ils continuaient avec du lait. Tu vois. Petit à petit, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, eh bien, je me suis dit, ben, ça marche. Les gens ont des résultats, ça fonctionne. Il y a un besoin, il y a une vraie attente. Ça doit être possible en fait. Tu vois. Donc, je commence à y croire. Et, et pour aller plus loin, donc je dis, à un moment donné, on avait Fanny euh, qui a dû faire une colonie à l'île de Ré, tu vois. Et j'ai dit à Cathy, écoute, ce qu'on va faire, on avait programmé des vacances, donc on va la récupérer à l'île de Ré, puis après on va faire un voyage en Écosse. Après on avait prévu un voyage en Écosse, je dis mais on va la récupérer à l'île de Ré, puis je vois si on peut pas aller voir Chrysler. Donc c'était au mois de juillet. Donc j'ai appelé Maurice et puis il m'a dit ben oui, pas de problème, venez, pas de souci. Donc on avait Tommy qui avait en juillet, il avait 7 mois, hein, il était dans le couffin. Et, Et donc, on est monté à Saint-Nazaire et ils nous ont accueillis, si tu veux. Alors, à l'époque, j'étais même pas, si j'étais moniteur, toi, j'étais vraiment, je démarrais. Et ils nous ont accueillis comme si on était déjà des grands leaders, tu vois, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de disponibilité. Et donc, on est arrivé l'après-midi, on a passé une partie de l'après-midi ensemble, et puis après, ils nous ont invités à rester la soirée avec eux. Et puis, on a terminé, je crois, il devait être 3, 4, 5 heures du matin. Et puis, Tommy était à côté dans le couffin, enfin, voilà. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, je me rappelle très très bien de cet échange-là, je me suis dit, waouh, là, c'est la chance de ta vie, ça y est. C'est vraiment l'opportunité. Si tout ce que Maurice vient de te raconter est vrai, parce que lui m'a raconté son histoire avant, pourquoi il créait la boîte, etc. Et moi, j'avais la connexion avec ce que j'avais vécu, moi, en marketing de réseau, la conviction que j'avais, que Maurice me disait. Et je me suis dit, waouh, c'est la chance de ta vie. Tu es là, au bon moment, au bon endroit, fonce. Et c'est précisément le lendemain matin, après cette journée-là, que je me suis dit, c'est vraiment dans cette direction que je vais aller. Je me suis dit, cette boîte, elle va faire une très très grande carrière. Tu vois. Et je suis là au début, le dirigeant est disponible, j'aurais jamais une deuxième fois une telle opportunité. Tu sais, il y a des moments dans la vie, il y a des moments qui sont des moments, tu sais, que ça bascule en fait. Hein. Il y a des jours où le lendemain, tu n'es plus pareil que la veille. Ça fait partie de ces jours-là en fait. Ouais. Et, ouais, quand je suis rentré, je me suis dit, waouh, c'est vraiment la chance de ta vie. Après, le parcours n'a pas été si simple après. Hein. Il y a quand même, c'est pas parce que je l'ai décidé ou j'y ai cru que c'est sorti, parce que c'était en juillet 96 et j'ai réussi à être MGP qu'en septembre 97. Tu vois, il a fallu encore un peu plus d'un an derrière. Par contre, on a été rapidement porté par les résultats des premières personnes à qui on en a parlé. Très, très vite. C'est-à-dire, en fait, et en particulier, je me rappelle une personne euh, qui est, si tu veux, j'avais invité une copine qui s'appelait Cathy, et elle m'a fait connaître sa voisine, en fait, sa voisine. Et sa voisine, elle a eu des résultats incroyables. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée la première fois, elle était, il y a presque 28 ans en arrière, tu vois, elle pouvait déjà plus compte, elle avait tellement enfin d'handicap de santé qu'elle pouvait plus prendre la voiture, etc. Tu vois, et en l'espace de quelques semaines, elle a été métamorphosée tellement elle a retrouvé de l'énergie, de la vitalité, elle a pu rebouger, elle a refait une carrière de 20 ans derrière.
C'est incroyable. Et si tu veux, toi, deux, trois témoignages comme ça. Et donc, les premiers clients, j'ai eu quelques résultats comme ça. Tu vois, puis après, bah, Maurice était disponible, donc j'ai demandé. J'ai dit, mais Maurice, mais comment c'est possible? Tu vois, puis il m'expliquait. Tu vois, il y a eu cette phase de découverte, en fait, que Maurice, il savait très bien avec que les produits auraient ces effets sur la santé. Et, euh, et donc, voilà, il y a eu vraiment une découverte mais pratique par le terrain, par les gens que je connaissais. Moi, personnellement, bah, j'avais pas de problème, donc c'est moins évident, tu vois. J'ai retrouvé de l'énergie, j'ai perdu quelques kilos, mais pour moi, c'était pas aussi flagrant que ce que je découvrais chez les autres. C'est sûr que quand quelqu'un dit bah, j'ai de bons résultats, j'en parle autour de moi, il est convaincant. Mais moi, j'avais une vraie envie, quoi, tu vois. Donc, moi, j'avais envie de développer mon réseau. Moi, j'avais envie d'arrêter mon emploi et d'être plus libre. Donc, quand on a envie, tu sais, enfin, on y va, quoi. J'appelais des personnes et je leur disais, est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que retrouver une silhouette plus agréable? Est-ce que prendre soin de votre santé, ça vous intéresse? Et il y a toujours des gens qui te disent oui, toujours. Si tu poses la question, tu vois, à la limite, tu te mets dans une situation extrême, tu vois. Tu te mets, par exemple, au centre-ville de Nantes, tu vois, et tu prends un cahier. Et chaque fois que tu croises une personne, tu dis bonjour, bonjour madame, dites-moi voir, franchement, est-ce que si je vous parle de santé, de bien-être, de silhouette, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Là, tu fais ça pendant 24 heures, tu auras 100 personnes sur ta liste. Et après, tu vas les appeler, tu leur transmets une information, et puis dans le lot, il y en a toujours 4, 5 qui vont te dire oui. Des opérations commando de prospection, on en a toujours fait plein. En général, on groupait par district, par équipe, top. C'est pour ça qu'on faisait des opérations commando. On se mettait dans des villes et pour rester mobilisé et motivé, on faisait ensemble. C'est-à-dire, on faisait un quartier et puis après, on se retrouvait pour boire un café. Et ouais, on a fait des opérations comme ça. Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne toujours de la même manière, avec un taux de pourcentage très faible. Tu vois, 2 ou 3%. Donc il faut avoir en fait une vraie force de conviction pour pouvoir tenir en fait face au rejet en fait. Et quand tu réfléchis bien, en 2 ou 3 heures, tu peux avoir 100 contacts, 50, 100, et tu as toujours 3, 4 personnes qui démarrent. Donc si tu es capable de démarrer 3 personnes par jour, je veux dire, c'est le potentiel de développement, il est considérable. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Parce que pour obtenir le même résultat, il fallait, si tu veux, se mobiliser. C'est-à-dire que tu imagines, tu dis, bah, je vais prospecter, toi. Je ne sais pas si tu t'imagines faire ça. Je vais prospecter. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut te préparer, il faut prendre ta voiture, il faut te déplacer. Mais avant de prendre ta voiture, il faut gérer toutes les excuses, en fait, que tu vas avoir dans la tête qui vont t'empêcher d'y aller, quoi. Et tous les prétextes que tu vas trouver, euh, finalement, pour t'épargner ça. Et comme tu ne peux pas le faire tous les jours, tu le ferais éventuellement une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. Et ben, en fait, c'est toujours dur, en fait. Tu vois? Quand tu fais quelque chose tous les jours, c'est plus facile. Mais quand tu le fais tous les 15 jours, c'est toujours dur. Non, ça a toujours été quelque chose de difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on se regroupait, en fait, qu'on faisait des équipes. Alors, oui, par contre, je l'ai adopté. Alors moi, je l'ai adopté immédiatement. C'est-à-dire, je suis parti à 2 repas par jour et puis quasiment depuis le premier jour, hein. Alors, c'est pas tous les jours, tu vois. C'est la plupart du temps, en fait. Mais si on a une opportunité de convivialité, je la refuse jamais. Il n'y a pas il y a pas de rigidité dans la consommation. Mais quand c'est pratique de manger Chrysler, je mange Chrysler, franchement. Et depuis toujours, en fait. Alors, la question était, oui, oui, j'ai pas de résultat, oui, mais par contre, ce que je peux observer, c'est que il y a toutes les personnes que je connaissais avant qui, eux, n'ont pas consommé Chrysler. Et là, je vois la différence. Donc, ça me permet de m'imaginer comment je serais si je les avais pas connus, avec peut-être 20 ou 30 kilos de plus, peut-être en très mauvaise santé,
diabète, cholestérol, enfin, tout ce que je vois en fait. En fait, j'ose même pas en parler, ça m'effraie en fait. Tu vois? De m'imaginer complètement diminué, enfin, parce que c'est ce qu'on voit, enfin, honnêtement, il y a pas beaucoup de gens qui, après 50 ans, n'ont pas de diabète, de cholestérol, un excès de poids, et des tas de pathologies, qui sont liées à ça. Quand on dit que 60 à 70 des problèmes de santé, sont liés au déséquilibre alimentaire, donc les 60 à 70 de problèmes de santé, eh ben je les vois chez les autres. Au début, moi je me rappelle, je consommais au début, c'était, caramel aux noix et chocolat menthe. J'adorais le chocolat menthe. Ouais, ouais, c'était vraiment très bon. Vraiment, enfin moi j'adorais tout. J'adorais tous les arômes. Après, en fait, assez rapidement, j'ai découvert le café. Chocolat menthe, caramel aux noix, j'adorais, mais il y avait le café aussi. Et là, et ensuite, si tu veux, j'ai quasiment consommé que du café entre mes. Là aujourd'hui, c'est quasiment, le café, c'est 80 de ma consommation. Depuis toujours en fait, parce que on doit être à la 3 ou 4e génération de café. J'ai toujours continué avec le café, hein, toujours. Et tous les matins, c'est du café. Avant, j'avais l'habitude de déjeuner avec soit des biscuits style BN, tu sais, soit du pain, de la confiture, des choses comme ça. Donc, si tu veux, c'est quand même un moment agréable, tu vois. Donc, quand j'ai découvert les produits, j'ai commencé à remplacer, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait, en général, le week-end, on se faisait des petits déj traditionnels. On revenait à nos petits déj traditionnels. Et ça, on l'a fait très longtemps. Et quand les enfants étaient en bas âge, on faisait souvent des brunchs le week-end. Donc, ça a duré très, très, très longtemps. On a vraiment toujours fait ça. Des brunchs le week-end, tu vois, donc avec voilà, du pain, de la brioche, voilà. Et puis après, si tu veux, quand ils ont grandi, on a un peu arrêté ça. Mais on continuait de garder un repas traditionnel quand on allait à l'hôtel. Systématiquement, à l'hôtel, on prenait un petit déjeuner traditionnel. Et puis là, depuis un an ou deux, on le fait même plus parce que aujourd'hui, on a quasiment plus d'autres petits déjeuners que Chrysler. Tu vois, ça a vraiment pris du temps quand même, 28 ans. Mais aujourd'hui, on le fait plus parce que, en fait, c'est, quand je prends un petit déjeuner traditionnel, euh, le reste de la matinée, je bouge plus en fait. On a plus, tu vois, on a envie d'aller se coucher en fait derrière. On est apathique, tu vois. Et en fait, comme on a souvent envie de faire des choses, on a envie de bouger, ben, en fait, ça ne nous convient pas. Donc, on prend un petit déj Chrysler pour pouvoir être actif et profiter. Alors déjà, on les a jamais forcés, hein. Et, juste quand ils étaient petits, ils avaient un peu de Chrysler dans le biberon quand même. Qu'à la place des céréales qu'on trouvait dans le commerce, on avait plus confiance dans Chrysler. Donc, ils ont eu ça. Et puis, quand ils ont arrêté le biberon, bah, ils sont passés au Nutella et à la brioche, tu vois. Et depuis, on a Fanny, elle, n'a jamais vraiment consommé Chrysler. Si, elle l'a consommé quand elle était étudiante, si, si. Mais après, elle s'est mariée et là, depuis, elle ne consomme plus. Rémi, lui, bah, qui est à l'île Maurice, lui, c'est pareil. Il a utilisé, mais aujourd'hui, il ne l'utilise plus. Et puis Tommy, lui, par contre, il continue de l'utiliser régulièrement. Parce qu'en fait, chacun est libre, tu vois, et on doit respecter ça. En général, c'est quand tu commences à avoir des problèmes que tu cherches des solutions. Et même chez des gens qui te connaissent, le témoignage de Marine, c'était ça aussi, hein. Elle avait ses parents et puis elle ne consommait pas. Donc, voilà. Tant que tu n'as pas de problème. Et moi, la particularité, c'est que, si tu veux, j'avais pas de problème à résoudre. Donc, toi, c'est pas facile malgré tout. Quand tu, quand tu as eu un problème, tu vois, comme Marine l'a exprimé, et que en consommant, tu le résous, ah, ensuite, tu dis, bah oui, je vais consommer. C'est classique, enfin, c'est évident. Surtout si quand tu arrêtes, ça revient. Après, voilà, c'est pour ça que les gens restent consommateurs. C'est parce qu'en fait, hier soir, on avait un témoignage, une personne qui a témoigné et qui dit, ben, moi, ça fait 15 ans que je consomme les produits. J'ai perdu un peu de poids, mais c'est surtout que dès que j'arrête, j'ai de l'impatience dans les jambes et j'arrive plus à dormir.
Donc, j'ai arrêté plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai repris parce qu'en fait, je redormais plus, donc je reprenais Chrysler et c'était tout de suite réglé. Donc en fait, j'ai arrêté plusieurs fois, mais j'y suis toujours revenu. 60 à 70% de tes problèmes de santé sont liés à un déséquilibre alimentaire. Donc tu rééquilibres ton alimentation, tu apportes tout ce dont l'organisme a besoin avec une biodisponibilité, et bien tu résous 70% des problèmes de santé. Et toi, ce que tu peux te dire, c'est de te dire que si tu ne fais rien aujourd'hui, à quoi tu risques d'être exposé demain, tu vois? Donc c'est ça en fait. Moi j'ai adopté la consommation par rapport à la prévention en fait. Je me dis, ben, tu vois, on se lave bien les dents pour, euh, pour anticiper toi, des problèmes à venir. Donc on peut prendre soin de sa santé aussi avec l'alimentation. Il y a quand même des périodes où j'ai pris Chrysler pour reperdre du poids qu'on avait pris. Dès que tu prends Chrysler, tu repères. Toi, il y a pas le truc de se dire, bah, ça fait 20 ans que tu consommes et ça marche plus. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand on reprend Chrysler sérieusement, instantanément, en une semaine, les résultats sont là. Une semaine. Et même après 28 ans. C'est très dur de se dire combien coûte un vrai repas équilibré, quoi. Et je me rappelle une fois, Cathy s'est dit, bah, écoute, ce que je vais faire, je vais aller faire des courses. Elle est allée faire des courses pour une semaine, tu vois, pour faire tant de repas, etc. Et puis après, elle a décomposé. Et elle s'est rendu compte qu'on était à 6, 7, 8 euros par repas il y a 10 ans, hein, quasiment. Tu vois, donc voilà. Donc on sait très bien que chaque fois qu'on prend un repas Chrysler, c'est 2,90 € et que c'est une économie. Où on fait de vraies économies aussi. Alors vraiment, alors là c'est vraiment le cas. Et quand je regarde une année ce que ça donne, chaque fois qu'on est à l'extérieur, chaque fois qu'on est en voyage, chaque fois qu'on est en déplacement, et ça arrive quand même pas mal dans une année, tu vois, même quand on est en vacances, eh bien, on va toujours manger qu'un repas par jour, quasiment tout le temps. Et pas parce qu'on se force, c'est parce qu'on est actif en général et on aime bien bouger. Donc, on va pas se mettre et s'empiffrer du matin au soir dans un club, tu vois. On va plutôt manger pas trop pour être tonique et faire plein de choses. Et puis, quand la journée se termine, on va prendre un moment de convivialité. Donc, on a toujours un repas au moins par jour où on prend Chrysler. Et quand tu es à l'extérieur, c'est 15, 20, 30, tu vois, euros le repas. Donc, ça veut dire que sur une année, le nombre de repas que l'on devrait prendre dans des restaurants ou dans des snacks ou en fast-food est considérable. Ça nous paye toute notre consommation. Rien que les repas que l'on ferait à l'extérieur nous paye, à mon avis, l'ensemble des cartons de l'année. Quand tu es chez toi, bah, c'est 2,90 contre 6, 7, 8 euros, toi. Et quand tu es à l'extérieur, c'est 2,90 € contre 10, 15, 20, 30, 40 euros. Martine, un jour, je la rencontre par l'intermédiaire d'une personne qui me la recommande. Donc, comme normalement, elle démarre ton programme, tu vois. Tout se passe bien. Voilà, un suivi normal, tu vois. Et puis à un moment donné, elle me dit, bah, écoute, euh, il faut que je te dise quelque chose, mais pas tout de suite, c'est encore trop tôt, mais bientôt je te le dirai. Ok, pas de problème. Puis au bout de plusieurs mois, elle me dit, écoute, je vais t'expliquer. Elle me dit, j'ai une maladie, depuis toute gamine, j'ai une maladie rare, qui est une maladie, alors je me rappelle plus du nom exact, mais elle a une maladie où elle me dit, en fait, tu vois, j'ai une peau de lézard. En fait, c'est comme si je muais en permanence. Alors elle me dit, t'imagines, hein, t'imagines que j'ai eu une enfance très difficile parce qu'avec une peau comme ça depuis tout gamin, tu vois, t'imagines qu'avec les enfants, avec les adolescents, toute sa vie, si tu veux, elle a vécu avec cette maladie et avec une maladie qui n'a pas de traitement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de. Et elle a fait tous les hôpitaux du monde pour trouver des solutions. Elle a passé sa vie à faire des traitements et rien à faire. Et elle consomme les produits, si tu veux, et en 3-4 mois, ça disparaît. Enfin, tout s'améliore. Et si tu veux, au début, elle n'y croyait pas, et c'est pour ça qu'elle ne m'en parlait pas. Elle me dit, elle me dit, j'ai tellement eu de faux espoirs que parfois elle démarrait un traitement et il y avait quelques résultats, tu vois. Elle prenait espoir, puis après, boum, ça retombait. Donc là, elle s'est dit, je vais attendre.
Et au bout de plusieurs mois, je dis: «Non, en fait, c'est vraiment c'est vraiment le cas, j'ai retrouvé, voilà, ma peau va mieux, et en fait, elle me dit: «Bah, écoute, ça fait maintenant peut-être 15 ans qu'elle consomme, peut-être un peu plus». Et en fait, elle a vraiment résolu un problème de santé, un problème, avec une maladie extrêmement rare, pour lequel dans le monde il y a aucune solution, tu vois? Et même elle qui est suivie médicalement, si tu veux, elle en parle à ses médecins, et même les médecins, ils sont éberlués et ils arrivent même pas à y croire. Enfin, là, c'est vraiment pour moi un cas extrême, tu vois? C'est un cas extrême, c'est vraiment le parmi les milliers de clients que j'ai rencontrés, c'est vraiment le cas le plus incroyable que j'ai rencontré. C'est invraisemblable. Alors à un tel point même que c'est difficile de le dire, tu vois? Parce que si je le dis comme ça, on va me dire: «Mais il exagère, il amplifie», tu vois? C'est pas vrai, c'est pour vendre son truc. D'ailleurs, elle, elle a été, elle a eu envie d'en parler, tu vois? Et elle a arrêté en fait parce que si tu veux, elle est tellement, elle a tellement de gratitude par rapport à ce que le produit lui apporte. Elle ne supporte pas quand quelqu'un ne le comprend pas, ou le rejette. Ça lui fait tellement de mal qu'elle préfère pas en parler. C'est un truc de fou, hein. Elle est allée sur des groupes, Facebook par exemple, où les gens se regroupaient sur cette maladie. Elle a essayé d'en parler, elle se faisait rejeter en fait. Les gens la croient pas. Ils disent: «Elle essaie de nous vendre un truc», tu vois? Et elle est malheureuse parce qu'en fait, elle se dit: «Mais s'ils savaient». Le témoignage est trop incroyable. Tu imagines les gens, depuis toute leur vie, ils cherchent des solutions, on leur promet des solutions et ça marche jamais. Donc si tu veux, un truc de plus, ils osent pas y croire, ils veulent pas y croire. Et pour elle, ça s'est bien passé parce elle l'a pas pris pour ça, en fait. Elle l'a découvert, tu vois? Elle l'a pris au départ pour prendre un peu de pour, retrouver un peu d'énergie, puis perdre un petit peu de poids. Et en fait, elle avait pas du tout imaginé ce qui s'est passé. Et quand elle en parle autour d'elle, les gens, n'arrivent pas à l'entendre. Moi, quand j'ai démarré, je faisais beaucoup de prospection, tu vois? Et à un moment donné, si tu veux, je suis tombé sur une prospectrice, tu vois? Et on a sympathisé et puis je lui dis: «Écoute, si tu veux, tu peux travailler avec moi et je peux t'aider à gagner un peu d'argent». Et donc du coup, on a travaillé ensemble pendant quelques temps et elle me faisait de la prospection. Et donc elle prenait des rendez-vous pour moi. Et quand elle leur disait, que c'était Eric qui allait prendre rendez-vous, elle avait un retrait: «Oh là, un homme qui vient à la maison», tu vois? Et elle avait trouvé l'astuce de leur dire: «Mais non, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous verrez, vous allez même pas vous rendre compte que c'est un homme», tu vois? Voilà, voilà. Donc elle avait trouvé cette astuce-là. C'est une anecdote parce qu'elle avait ce retour, en fait. Elle avait ce retour, les femmes, elles se figeaient quand, elles savaient que c'était un homme qui allait prendre rendez-vous pour aller les voir. Voilà, donc ça, c'est une réalité, mais moi je trouve au contraire que pour moi, ça n'a pas été un handicap, ça a été peut-être, une chance parce que on est peu nombreux à faire ça, tu vois? Donc en fait, la démarche, que ce soit un homme qui prenne rendez-vous, moi j'ai jamais eu de problème en fait. Ce qui est très, très étonnant, c'est que assez rapidement, les femmes, elles vont se livrer en fait, elles vont tout me raconter, tu vois? Comme elles le feraient à une copine. Donc c'est pour ça que Simone, elle disait: «Ne vous inquiétez pas, vous allez même pas vous rendre compte que c'est un homme», parce qu'en fait, elle pouvait me parler avec moi, comme si elle parlait avec une copine parce que je connaissais tous les sujets, tu vois? Et en fait, très vite, mis à part peut-être un frein qu'il peut y avoir au premier contact, très vite, dès qu'on échangeait, ça se passait bien. Voilà. Donc maintenant, est-ce que ça peut être un handicap? Dans ce métier, je pense qu'on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce que l'on est et on s'adapte et on peut réussir, avec tout. Franchement, je pense que tout est dans la tête, hein. Quand je rencontre quelqu'un, je veux vraiment poser le diagnostic, je veux comprendre. Quoi. Quel est ton besoin? Quelle est ta douleur? Qu'est-ce que tu veux changer? Toi, et donc j'ai toujours une phase, qui est une phase de découverte et d'écoute attentive. Donc très vite, si tu veux, je pense que ce que je suis s'efface. J'arrive encore à être surpris. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que quand j'entends le témoignage d'une personne, encore aujourd'hui, en visio-nutrition, j'arrive encore à être parfois surpris du témoignage. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça.
J'ai beau en avoir entendu des centaines, voire des milliers, je devrais être habitué. Mais quand j'entends les gens s'exprimer sur ce que ça a changé pour eux, toi, et ce que ça a amélioré, je suis encore estomaqué aujourd'hui. J'arrive encore à être surpris par les témoignages. Le sentiment de contribuer à améliorer la vie des gens est une fondation solide. C'est-à-dire que quand c'est un peu plus difficile ou quand tu vacilles un peu, tu t'appuies là-dessus parce que tu te dis en fait ce que tu fais c'est bien. Et c'est vrai, si tu veux, à la fois sur le côté consommation des produits, c'est-à-dire en fait tu sais que ce que tu fais c'est bien, c'est utile. Il y a des gens qui améliorent leur vie grâce aux actions que tu mènes, de découverte des produits, de prospection, donc ça c'est vrai. Et puis tu as l'autre aspect où là tu permets à des gens d'atteindre leur liberté financière, et plus que ça, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est amélioration de soi, en fait, toi, quand les gens progressent, voilà. Et ça, c'est les deux, enfin, en fait, c'est le même, hein, c'est un fondamental, ça. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de. Quand les gens arrivent à franchir des caps, à gagner plus d'argent, mais avoir plus de liberté, à réaliser un rêve, il y a toujours une part émotionnelle très forte. Ah ouais, c'est vraiment le cas. Quand j'ai démarré le marketing de réseau, je sais pas si tu imagines, Internet n'existait pas. Alors, ça existait un peu quand même. Il y avait dans les entreprises, tu avais quand même de l'Internet, mais c'était des connexions qui étaient hyper lentes avec des usages très précis, mais au quotidien, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de téléphone portable. Le premier téléphone portable, je l'ai eu au premier congrès national Chrysler en 97. Hein. Donc, et c'était pas un smartphone. Smartphone, c'est 10 ans après. Donc, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas. Donc, si tu veux, à cette époque-là, je prospectais moi-même. Ensuite, j'ai une téléprospectrice qui prospectait pour moi. Tu vois. Mais je faisais pas que ça. Je faisais tout ce que j'avais le droit de faire à l'époque. Je mettais des annonces dans les journaux gratuits qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs, hein, ces journaux-là. Et les journaux qui étaient livrés gratuitement, je mettais de la publicité. J'ai acheté des flyers que j'ai imprimés, je les distribuais dans les boîtes aux lettres. Enfin, je sais même plus, j'ai tout fait ce qui était possible de faire. J'ai toujours beaucoup, beaucoup mis d'énergie dans la prospection. Ce qui m'a permis toujours de rencontrer de nouvelles personnes. Ça a toujours été le cas. Et je reconnais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux. C'est facile de se connecter. Ce matin, j'ai pris 10 minutes et j'ai envoyé 2 messages à 2 personnes. Il y a une vraie connexion qui se fait en rien de temps et tous les jours, t'en fais. C'est vraiment, c'est beaucoup plus facile. Ah ben aujourd'hui, moi, c'est 100% réseaux sociaux, moi, aujourd'hui. Et puis les contacts, quoi, les gens que tu croises. Mais les gens que tu croises, c'est pas régulier, tu vois. Tu peux pas compter uniquement la situation occasionnelle. La situation occasionnelle, elle est toujours présente et va s'ajouter. Je croise quelqu'un que je connaissais pas, on va échanger, qu'est-ce que tu fais euh, et je peux avoir des gens qui démarrent en tant que client, sans problème, tu vois. Mais ça me permettra pas de construire. Si je veux construire, il faut que j'ai quelque chose qui soit régulier. Et la régularité, avant, elle était par la prospection téléphonique, par les prospectus en boîte aux lettres, les annonces, et tout ça. Donc, et aujourd'hui, c'est des réseaux sociaux. Il y a un des parcours qui est vraiment incroyable, c'est l'histoire de Cathy que j'avais invitée à une de mes 2 premières réunions. Il y en a plusieurs, hein, mais celle-ci elle est intéressante parce que elle est vraiment venue à une réunion, elle a consommé un mois ou deux à peu près. Toi, là, vraiment, c'est vraiment pas, tu sais, c'est pas le client idéal, toi. C'est pas vraiment de sérieux dans la consommation et pas de vrais résultats. Un client qui est venu et qui est passé, toi. Mais au passage, elle m'a fait connaître sa voisine, Liliane. Et Liliane, si tu veux, je te l'ai dit, elle a vraiment eu des résultats incroyables sur sa santé, son bien-être. Et elle m'a fait connaître plusieurs personnes. Et, euh, et de ces personnes-là, si tu veux, le bouche à oreille s'est mis en route. Et le bouche à oreille, depuis 96, il ne cesse de se développer. Et ça représente aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 20 ou 30 moniteurs de groupe à peu près. Tu vois. Et avec
et dans toutes les régions de France. C'est-à-dire que tu as de cette personne-là, par l'effet recommandation depuis 28 ans, on a un réseau qui s'est développé dans toute la France. J'ai des clients et des distributeurs dans toute la France issus d'une personne et qui est même plus là aujourd'hui. C'est-à-dire que cette seule rencontre, cette seule rencontre, elle a bouleversé ma vie professionnelle. Tu dis, waouh, c'est fou, quoi. Et elle a contribué à améliorer la vie de milliers de gens parce que avec 20 ou 30 moniteurs de groupe, si tu veux, tu imagines, tous les mois, il y a à peu près 150 à 200 nouveaux clients. Tu vois, donc aujourd'hui, 28 ans après, ça continue de se développer. Le matin, je me lève, je prends mon Chrysler, je fais un peu d'exercice, un peu de méditation, tout ça c'est le matin. Ensuite, je vais prendre un moment pour fixer mes priorités de la journée. Je fais ça parce que si je fais pas ça et que la journée démarre avant que je l'ai fait, en fait, il y a un raz-de-marée de notifications, d'appels, de messages qui arrivent, ce qui fait que je ne fais rien en fait de ce que j'avais prévu. Donc, je fixe mes priorités le matin. J'en fixe 3 à 4 qui sont essentielles pour moi pour avancer. Mais aussi dans les priorités, il y a d'abord prendre soin de moi par la marche. Donc, c'est un impératif obligatoire, c'est un rendez-vous qui est fixé et qui est une priorité. Voilà. Puis après, si tu veux, j'ai des priorités qui sont en général des choses que je dois faire, qui me demandent un effort. C'est en général en dehors de ma zone de confort. C'est-à-dire, c'est des choses que je dois faire, mais qui vont me demander du temps, de l'énergie, de l'attention et de l'inconfort. Tu vois, c'est le genre de choses en général que l'on fait jamais parce que ça demande un effort. Et si on ne, moi, je sais très bien comment je fonctionne, mais je vois que les autres c'est pareil. Si je me le fixe pas, je le fais pas, c'est sûr, parce que c'est toujours ce que je vais reporter au lendemain. D'autant plus qu'en général, ces actions-là, elles sont non urgentes. Elles n'ont pas un impact forcément immédiat sur le résultat. Elles vont avoir un impact à venir. Tu vois, donc ça, je fixe les priorités. Et puis après il y a la routine, qui va, le quotidien qui arrive et qui prend sa place dans les trous en fait. Voilà. Et ça remplit tous les trous. Hein. Le quotidien, la routine, et tout ce qui rentre, ça remplit tous les trous. Hein. Donc si j'ai plus de trous, ça remplit aussi les trous. Tu vois, c'est-à-dire que si je ne fixe pas les priorités, l'espace prévu pour ça, il est rempli par tout ça. Donc il y a une très grande organisation quand même. Tu vois, et ça démarre toujours par un moment d'attention où je fixe mes priorités du jour. Le dimanche de la semaine et le matin pour la journée. Et aussi parce que le matin, parce que des fois, les priorités de la veille, j'ai pas réussi toujours à les faire. Parce que même si je fais ça, des fois, j'y arrive pas. Tu vois. Voilà. Donc, et puis après, si tu veux, ben, voilà. Donc ça, c'est des journées en semaine. Hein, et puis après, ben, il peut y avoir quand même sur une année, hein, il peut y avoir parfois on part un week-end le jeudi, on rentre le mardi. Enfin, je veux dire, il y a une vraie liberté en fait en dehors de cette régularité quotidienne, tu vois. Il y a un aménagement aussi en fonction de ce qu'on a envie de faire pour nous faire plaisir. Et malgré tout, moi je sais qu'on fixe quasiment toujours nos loisirs, si tu veux, enfin nos week-ends, nos vacances, en priorité. Comme la marche quotidienne est une priorité. Et ça, si tu veux, c'est arrivé parce que si je fais pas ça, si je le fixe pas, je n'ai jamais le temps de le faire. Et j'ai jamais, comment dire, je culpabilise de le faire. Tu vois, je vais aller marcher 1 heure pendant que les autres travaillent. Tu vois, j'ai du mal. Donc, il faut vraiment que ce soit une priorité pour que j'arrive à le faire. Y compris les loisirs, les week-ends, tout ça, si c'est pas programmé, j'ai jamais le temps. Parce que j'ai passé des années où j'ai pas fait ça, hein, où j'ai vraiment fait que courir, quoi. Se nourrir, être en bonne santé, c'est des besoins fondamentaux. C'est une préoccupation des gens. Donc, c'est un réel besoin. Tu vois. Donc ça, c'est un produit qui répond à un réel besoin. Ça, c'est le premier point qui fait une vraie différence. La deuxième, c'est que le produit est
consommable et renouvelable, et que nos clients le consomment avec plaisir quasi quotidiennement. J'ai quasiment trouvé ça nulle part ailleurs. C'est-à-dire que quand tu as 100 clients, par exemple, tu as quasiment entre 50 et 60 cartons qui vont tomber chaque mois au minimum, sans que tu fasses plus rien. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bâti, c'est quelque chose qui est une véritable source de revenus. Moi, j'ai fait plusieurs marketing de réseau, c'est quasiment jamais le cas. Il n'y a pas de produit, si tu veux, qui soit autant consommable et renouvelable. Tout simplement parce que c'est un repas, ça rentre dans le budget alimentaire, c'est même pas une dépense supplémentaire et ça s'intègre très bien. Et voilà, ça c'est le deuxième avantage. Le marketing de réseau Chrysler, il est particulier parce que tu as une très très forte rémunération sur les premiers niveaux de moniteur de groupe. Premier niveau on est à 14%, alors que la plupart des marketing de réseau, on est à 3 ou 4 ou 5%. Ce qui veut dire que, en fait, les distributeurs gagnent beaucoup plus vite leur vie. On va dire, pour avoir l'équivalent dans un autre marketing de réseau, il faudrait que les gens soient districts à peu près pour avoir le niveau de rémunération d'un MGP chez Chrysler. Tu as, en autre avantage, tu as la société qui fournit un stock gratuitement au réseau. Enfin, c'est un truc de fou. La société, quand tu es moniteur, elle te prête 10 cartons sans même que tu mettes un chèque de caution. C'est un truc de fou. La livraison en 24 heures. Tu commandes les produits, là il est 11 heures, je les commande aujourd'hui. Demain, 9 heures, ils sont là. Quand tu passes agent commercial, tu as une aide de 552 € par mois qui te permet en fait de passer ce cap de création de société, d'entreprise, qui est toujours un cap difficile à franchir. On trouve ça nulle part ailleurs. La possibilité de sponsoriser dans le couple, c'est-à-dire d'avoir par exemple son conjoint qui a une commission, enfin qui a un réseau, et qui peut être commissionné. On peut être commissionné doublement en fait grâce à ça. Les autres sociétés le permettent pas. Quand tu gagnes un challenge, comme le Club Med, parce que là aussi, tiens, un autre avantage, il y a un Club Med tous les ans qu'on peut gagner. Le prochain, c'est Rio, c'est pas rien. Bah, le challenge, il est offert pour le couple. Voilà, dans la plupart des cas de ce que j'ai connu, c'était toujours pour une personne, jamais pour un couple. Là, c'est pareil, je parlais de création d'entreprise. Si je vois le cabinet expert comptable qui travaille avec Chrysler et qui nous aide aussi de ce côté-là, on est vraiment accompagné dans la création et la gestion de son entreprise, d'un point de vue, tu vois, trésorerie, fiscalité, tout ça. On est vraiment super bien accompagné. Tout est mâché de ce côté-là. J'avais un bac plus 2 et ce que je gagnais par an, en 3 ans, je le gagnais par mois. Et je suis jamais redescendu en dessous de ça. Ça a toujours été au minimum chaque mois ce que je gagnais par an en tant que salarié. Et parfois beaucoup plus. Après, c'est pas aussi linéaire malgré tout, parce qu'il y a quand même il y a quand même des évolutions. Mais par contre, c'est jamais redescendu en dessous de ça. C'est-à-dire que ce que j'ai réussi à faire en 3 ans, c'est vraiment été, c'est jamais redescendu. J'ai eu une période comme ça. On a travaillé beaucoup, 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 beaucoup. J'ai dit qu'on était coordinateur pendant 14 ans. Et au bout de, on est arrivé à un épuisement en fait à ce moment-là. Parce qu'en fait, on avait à la fois un réseau énorme et puis une région énorme. Et puis on s'est épuisé. Et donc c'est pour ça qu'on a arrêté notre coordination. Et on avait encore largement assez d'argent pour vivre, toi, sans ça. Et on s'était dit, ben voilà, maintenant on va profiter. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, je vais te donner quelques points de repère. Je suis devenu apiculteur. J'ai j'ai euh, j'ai installé chez moi une trentaine de ruches, je faisais mon miel, tu vois. On a fait du théâtre, on a fait beaucoup de théâtre avec Cathy. On faisait des randos. Enfin, on avait une vie de retraité en fait, hein, tu vois, ou de personne qui peut profiter de la vie, tu vois. Ça a duré 18 mois. Et au bout de 18 mois, ben, en fait, ben, il nous manquait un projet. Tu vois. Donc, si tu veux, pour l'avoir vécu une première fois, je sais que le bonheur, c'est pas j'ai les moyens de ne pas travailler, alors j'arrête de travailler. Enfin, on s'est finalement, même alors qu'on était super actifs, parce que entre mon apiculture, le théâtre, je sais même plus, on faisait d'autres sujets. C'est là aussi que j'ai passé mon brevet du LM, donc j'allais voler très souvent, en semaine.
Je volais, j'avais mon apiculture, j'avais quand même toujours mon réseau Chrysler. En plus, on a remonté une autre société avec nos enfants. Enfin, et ben, malgré ça, je me suis, ben non, en fait, à un moment donné, non, c'était, ben, j'ai eu envie de retrouver en fait des défis professionnels. C'est marrant, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé cet équilibre que je t'ai décrit tout à l'heure. C'est pour ça que les week-ends ou les semaines de congé, on les prévoit à l'avance et que c'est la priorité. C'est pour ça aussi que le temps qu'on s'accorde à nous, c'est aussi une priorité. C'est l'expérience de cette époque-là, en fait. C'est que je me dis, bon, en fait, je sais maintenant que c'est l'équilibre que je dois trouver. Quand j'étais tout jeune, si tu veux, quand j'étais vraiment, je suis tombé sur ce livre-là. Ça s'appelle Réfléchissez, devenez riche. Quand on est jeune, quand on est adolescent, on n'a pas tellement confiance en nous, tu vois. Et on se connaît avec nos faiblesses, avec nos défauts, tu vois. Et on s'imagine pas, enfin, on s'imagine pas ce qu'on va être capable de faire. Et moi, si tu veux, je me voyais pas avec des qualités exceptionnelles, tu vois. Comme dit, j'étais introverti, enfin, toi, timide. Bon, je me voyais pas faire de grandes choses avec une attitude comme ça. Et quand je tombe sur ce livre, euh, l'auteur explique, pendant 20 ans, il a interviewé 500 personnes qui ont le mieux réussi dans le monde à l'époque, et il en a sorti un livre, et en particulier, il a listé les 31 causes d'échec principales. Tu vois. Et quand je suis tombé sur ce truc-là, moi, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. En fait, ça y est, j'ai compris. Si je prends toutes les causes une par une et que je les règle, je vais réussir. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de prendre point par point et d'être toujours meilleur sur chacun d'eux. Et je vais t'en citer quelques-uns. Par exemple, l'importance de prendre des décisions rapidement et de s'y tenir. Ça, c'est un point sur lequel je travaille constamment. Le deuxième, c'est la procrastination, l'hésitation et remettre constamment au lendemain. Ben, ça, je sais que si je veux réussir, il faut que j'améliore ça. Donc, je l'améliore constamment. Le manque de discipline, la mauvaise santé, le manque de persévérance, la dispersion de l'effort, l'habitude de dépenser sans compter, le manque d'enthousiasme, l'intolérance, l'intempérance. En fait, si tu veux, dans les 31 causes d'échec, tu as beaucoup de points d'attitude. Tu vois. Eh bien depuis que j'ai découvert ce livre-là, ça fait 30 ans, en fait, j'essaie en permanence de m'améliorer sur les 31 causes d'échec. Tu peux pas te dire, je veux réussir et je prends pas en compte ça. Si je suis intolérant, ça m'empêchera de réussir. Si je suis intempérant, ça m'empêchera de réussir. Si je suis indécis, ça m'empêchera de réussir. Tu vois. Si je suis incapable de coopérer, de travailler en équipe, ben, eh bien, ça m'empêchera de réussir. Si je suis malhonnête, ça m'empêchera de réussir. Si je suis égoïste et vaniteux, ça m'empêchera de réussir. Tu vois, en fait, et si tu prends les 31 causes comme ça, eh ben, il faut t'évaluer en permanence, en disant où j'en suis. Et en fait, donc c'est pour ça que oui, je pense que je suis meilleur que je l'étais parce que je travaille constamment dessus. Mais par contre, le chemin à parcourir est encore long. C'est-à-dire que je suis loin enfin, pour moi, c'est un chemin sans fin parce que on peut toujours être plus tolérant, on peut toujours être plus, on peut toujours faire mieux en fait. Je crois que je lui dirais rien parce que je risquerais de l'influencer à prendre un chemin différent. Et en fait, les erreurs que j'ai faites ont contribué aussi au parcours. Et je voudrais pas lui éviter des erreurs qui peut-être changeraient tout et changeraient toute la donne. Donc je le regarderai et je lui dirai rien. Je crois que les erreurs ou les chutes ont été essentielles dans le parcours. Donc j'ai peur que si j'enlève une erreur ou une chute, je risquerais de tout remettre en cause. Et je ne prendrai pas ce risque-là parce que la vie que j'ai aujourd'hui me convient parfaitement.
Et je me dis, si je change quelque chose, ça se trouve, tout est foutu en l'air. Parce que c'est difficile, tu vois? Et même, comment dire, si, je sais pas, tu dis: «Bah, tiens, fais attention à ça, fais ci». Non, non, je pense que la moindre chose que je pourrais lui dire pourrait, changer le parcours. Et je ne veux pas, parce que mon parcours me convient très bien. Et je te dis à chaque fois, quand quelque chose est difficile ou quand quelque chose est dur, tout en fait, tout compte en fait. Tout compte dans le parcours, tu vois? Tout compte. Et y compris cette période où on a eu besoin de prendre du recul, où on était épuisé, bah, elle a été essentielle, elle a été constructrice pour la suite. Donc je veux pas me priver de ça. On a toujours eu une chose en tête, c'est d'essayer de leur donner des racines et des ailes. Donc c'est-à-dire, les racines, bah, on essaye de faire ce qu'on peut, c'est-à-dire à travers les valeurs qu'on transmet. Et puis tu sais, les enfants apprennent plus de leurs parents en les regardant vivre qu'en les écoutant parler. Donc, les racines pour eux, c'est, ils ont pu vivre en fait, tu vois? Ce qu'ils peuvent voir encore aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est des racines, tu vois? Et puis des ailes, parce qu'en fait, je veux pas influencer non plus, au-delà de au-delà des racines, le chemin qu'ils ont envie de prendre. Je vais plutôt les accompagner, d'essayer de les accompagner dans ce qu'ils ont envie de faire, mais pas les orienter. Donc je pense que parce qu'en fait, voilà, encore une fois, bah, le parcours de chacun, il peut être fait, tu sais, à un moment donné, moi, si j'avais écouté, mon père, par exemple, quand j'ai choisi le parcours de marketing de réseau, enfin, je veux dire, ils étaient effrayés, ils étaient terrorisés, ils pensaient que j'étais fou, tu vois, que j'allais finir à la rue, tu vois. Parce qu'en fait, et en plus, si tu veux, moi, objectivement, à l'époque, je suis resté presque 10 ans avec que des échecs. Donc, si tu veux, je ne pouvais que leur donner raison, tu vois. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas eu la suite. Donc je, voilà, donc j'essaie d'intervenir le moins possible, mais tout en ayant quand même des racines, parce que les racines, malgré tout, ça, c'est des bases solides quand il y a des tempêtes. On a franchement réalisé beaucoup de rêves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu envie de découvrir plein de choses, mais par exemple, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'ai été pilote de mon ULM, on a fait de la plongée, on a fait plein d'activités, voyagé beaucoup, enfin, on s'est acheté la propriété qu'on rêvait, enfin, franchement, beaucoup de rêves de réaliser. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on a encore des voyages à faire. C'est-à-dire que bon, on a listé des voyages qu'on fait régulièrement. Donc, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de rêve réellement matérialiste. Toi, autant quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment envie de posséder ou de faire ou de vivre des choses. Aujourd'hui, mon, je ne sais pas combien je peux sauver de gens à être plus libre, toi, ou être en meilleure santé. Donc aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Voilà. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de me dire un jour, tu aurais pu en faire plus. Moi, j'estime qu'on m'a donné la liberté d'agir, toi, et qu'il faut que je l'utilise. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de vivre en France, de naître en France, libre. Eh bien, j'espère que je vais utiliser cette liberté pour aider le plus de monde possible à découvrir. Parce que tu sais, quand j'ai atteint cette liberté, moi, aujourd'hui, enfin, j'en profite tous les jours. Ça, c'est vraiment le rêve réalisé par excellence, c'est la liberté qu'on a eue, que j'ai toujours. Donc ça, la préserver, ça, allez, ça, c'est vraiment l'objectif. Je veux préserver cette liberté. Contre tout, c'est vraiment, s'il doit rester qu'un truc, c'est ça. Mais par contre, le vivre seul, c'est pas pareil que de le partager. Donc, plus je le partage avec d'autres, plus c'est agréable. Donc, partager ce que je revis, ce que je vis, ce que je ressens avec le plus de monde possible. Donc, ça reste mon dernier rêve. Et pour être plus concret,
encore, hein, le dernier rêve, c'est de faire le deal qu'on a avec Maurice là, et Brice et Christine, c'est de multiplier par 3 là, tout ce qu'on est en train de faire. Voilà, de remultiplier par 3 toute l'activité. Mais pas pour le volume, pas pour le chiffre d'affaires, pas pour l'argent, pour ce que j'ai dit avant en fait. Alors si vous êtes encore là, après tout ce que vous avez entendu, c'est que vous avez certainement, au fond des tripes, un projet qui vous tient à cœur. Si c'est le cas, et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, et que vous êtes prêt à fournir les efforts pour y arriver, eh bien, écoutez, vous avez en dessous de cette vidéo la possibilité de laisser vos coordonnées, et puis on aura un échange ensemble à peu près de 15 minutes qui va nous permettre tout simplement de faire connaissance et de savoir tout simplement s'il y a possibilité de passer à l'étape suivante et de voir peut-être même faire un bout de chemin ensemble. Voilà, donc je vous laisse mettre vos coordonnées et puis on se retrouve de l'autre côté.